Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cinéphile Podcast, là où on critique et analyse des classiques du cinéma de toute culture. Aujourd'hui, on regarde un film d'un de mes réalisateurs préférés, sinon pas mon réalisateur préféré, Christopher Nolan. Un film qui, si vous l'avez écouté, vous comprendrez qu'il était assez complexe, tellement complexe qu'il a pris 8 ans à écrire de Christopher Nolan. Un film 160 millions de budget, ce qui est quand même beaucoup pour un film de ce genre, avec un box-office international de 728 millions, une note de 8.8 sur 10 sur IMDb et 87% sur Rotten Tomatoes. Un film qui a gagné 4 Oscars sur 8 nominations. On a parlé d'un des films qui a longtemps été mon film préféré quand j'étais plus jeune. On a parlé de Inception. Alors, bienvenue au Cinéphile Podcast. Good, fait que salut Matt. Salut Phil. Donc, bienvenue au podcast pour une deuxième fois. Merci de Bien l'invitation. content de te recevoir, deuxième fois officielle. Yeah. Parce que Matt m'aide beaucoup avec tous les aspects techniques. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, je suis content de t'inviter pour ce film-là. Je suis content aussi parce que tu n'avais pas écouté le film avant qu'on en parle puis qu'on se dise qu'on allait faire un épisode là-dessus. Fait que je pense que ça va vraiment être intéressant. Moi, c'est un film que j'ai écouté possiblement 5 fois, si je ne me trompe pas, depuis sa sortie. Puis je pense que c'est un film qui a une valeur ajoutée à avoir plusieurs écoutes. Donc je trouve que ça va être intéressant aujourd'hui que de ton côté, tu l'as écouté juste une fois. Mm-hmm. Puis j'ai hâte de voir tout ce que tu en as pensé. Mais bon, déjà on peut commencer avec le fait que ce film-là a quand même gagné 4 Oscars. C'est impressionnant. Pour les Oscars de la cérémonie d'Oscars 2011. Donc le film est sorti en 2010. 4 Oscars dont meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleur mixage de son et meilleur montage de son. On peut déjà remercier Hans Zimmer, qui est la personne qui a fait la musique du film, qui est un génie. Là, il est connu dans le domaine. Là. Hans Zimmer, là, il a du Roi Lion à Interstellaire. Puis Hans Zimmer, justement, on peut même commencer avec lui. Il travaille énormément souvent, pratiquement sur tous les projets de Christopher Nolan. C'est un favori de Christopher Nolan. Puis c'est quelqu'un de terriblement talentueux. Mais ça a fait que, justement, dans ce film-là, la bande sonore est tellement intense. Là. Ouais, elle est bonne. Puis tu sais, c'est pas un film relax. Là. Non. Vraiment pas. Là. C'est pas le genre de film que t'écoutes avant de te coucher comme pour relaxer. T'écoutes ça avant de te coucher, tu dors pas 1 heure après de t'être couché. Là. tu comprends ce que je veux dire. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que quand j'ai écouté le film, justement, c'était avant de me coucher. Okay. j'ai écouté le film puis je me suis dit, ben, tu sais, quand j'ai vu un peu le concept, je me suis dit, c'est... Oui, ça a l'air de quelque chose de pété, mais tu sais, j'en revenais de la job, me dis, bon, ben, il est tard, j'ai comme le petit moment, on va dire, de ma soirée que j'ai, comme juste assez pour justement me partir un film, l'écouter tranquille, puis me coucher. Puis finalement, ben, tu sais, j'écoute ça, puis... c'est quelque chose. Ça brasse, là. Il se passe des affaires. C'est tellement classique, Christopher Nolan. Puis écoutez, je vous avertis, là, dans le podcast, là, on va en parler de Christopher Nolan. Je l'ai dit au début, c'est mon réalisateur préféré. Je trouve qu'il est excessivement talentueux. Déjà, d'être capable de faire un film quand même assez complexe comme ça, de l'apporter au public d'une façon que c'est quand même compréhensible malgré la complexité. Tu sais, c'est vraiment son genre. Puis Christopher Nolan, c'est un fan de films d'espionnage. C'est un fan de films de James Bond. Puis je trouve que ça se remarque un peu dans le genre de film qu'il fait. Qu'on parle de Memento, qui est un de ses premiers films. Je pense que c'était son 3e, ou 2e film qu'il a réalisé, qui est un film incroyable, vraiment bon, à beaucoup plus petit budget parce qu'il était dans ses débuts. Ça montre vraiment un film justement pas d'inspecteur, mais d'espion, de ficelage, de puzzle, de casse-tête. Là. C'est un peu un casse-tête ce film-là, puis je dirais même que c'est ça sa force, c'est qu'il réussit à bien ficeler ces films-là avec des scénarios vraiment intenses. Je l'ai dit au début, 8 ans à écrire le scénario. C'est fou, là, pareil. Puis au début, quand il venait de finir Batman, parce que Christopher Nolan, c'est également lui qui nous a donné la trilogie de Batman Begins, The Dark Knight, puis Rise. Ouais. C'est lui qui nous a donné ça. Puis quand il a fini ça, il a pitché le film de Inception à Warner Bros. Qui ont dit, ça a l'air bizarre, mais vas-y, on te fait confiance. Il a dit, parfait, je vais revenir dans quelques mois avec le script. Finalement, il a dit comme, hey, fuck off, là, c'est assez compliqué, je prends mon temps. Avec son mode de vie, il a dit, je prends mon temps, j'écris ça tranquillement, je l'écris comme il faut. Puis ça y a pris 8 ans. Ouais. Puis merci d'avoir pris le temps parce que
on va en parler en long en large pendant le podcast, mais il y a plein de petits détails dans le film que tu vois que c'est le fruit d'un travail ardu, de longue haleine. Là. Ouais, ben 8 ans, tu l'as dit au début, 8 ans de travail, 4 Oscars. On n'a pas besoin de se poser des questions. Là. C'est quand tu prends le temps de faire ton travail comme faut, il y a le résultat qui va venir avec. Vraiment. Puis on l'a dit, là, la note sur IMDb, 8.8 sur 10, ça le classe dans le top 150. Là. Puis IMDb, là, c'est... Bon, déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas, IMDb, c'est comme un des sites de classement des films les plus vieux. Je pense que c'est le premier qui est sorti. En tout cas, c'est le plus reconnu, le plus réputé sur Internet. C'est imdb.com. Puis ils vont noter tous les films. Puis c'est vraiment, vraiment dur de bien se classer puis de monter dans le classement de ces films-là parce que il y a des films qui sont là depuis le début. Je pense à La Rédemption de Shawshank, que tu sais, il est numéro 1 depuis tellement d'années, des décennies, qui est comme inclassable. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'IMDb est vraiment difficile. T'sais, c'est rare que tu vois... Je pense qu'il n'y en a même pas de... Je pense que le plus haut classé est même pas plus haut que 9.5. Là. Non, ben... Parce que pour que tu sois, on va dire, à 10 sur 10, il faudrait que tu aies fait le film parfait. Puis je pense qu'eux, ce qu'ils veulent envoyer comme message, c'est que la perfection n'existe pas. T'sais, pour que ton film soit parfait, il faudrait que chaque personne qui l'écoute l'ait aimé. Exactement. Puis c'est ce qui est pratiquement impossible. C'est quand c'est un film, c'est subjectif au fond. Surtout quand tu touches des sujets comme ça, tu sais, là, dans ce film-là, ça touche... C'est un peu triste de dire que ça touche la science en premier parce qu'on s'entend, c'est un film de science-fiction, là, tu sais, gars, ils vont dans des rêves, des niveaux de rêves, des affaires comme ça, c'est fou, mais c'est quand même assez philosophique, j'ai goût de dire un peu scientifique, puis tu sais, fait que ça fait ça. Puis si on compare avec Rotten Tomatoes, qui est un autre site web de classement de films, puis c'est les deux sites web au Cinéphile Podcast qu'on analyse tout le temps parce que je trouve que c'est les indices les plus pertinents, c'est les plus populaires. Ce qui fait d'un indice qui est pertinent, c'est qu'elle soit rigoureuse, mais surtout qu'elle soit utilisée, puis que les gens l'utilisent. Fait que, plus il y a de votes, plus que ça a de la valeur. Fait que, Rotten Tomatoes, eux autres, ils en ont deux. C'est le Tomatometer, qui est la note que le site web donne, qui est vraiment les professionnels de leur site, les critiques, là, les critiqueurs professionnels qui sont sur le site qui donnent ces notes-là, avec divers indices. Puis tu as le score de l'audience. Fait que ça, c'est les gens qui votent, comme toi puis moi. Moi, j'ai un compte sur Rotten Tomatoes, allez me suivre. Cinéphile Podcast sur Rotten Tomatoes. On peut faire des critiques, on peut donner une note. Fait que ça donne aussi un point de vue, c'est ça qui est le fun avec ce site-là, c'est que ça donne un point de vue, oui, du site web, puis un peu plus professionnel, mais ça donne aussi le point de vue de comment que l'audience, comment les auditeurs l'ont absorbé, comment la note qu'ils ont donnée. Fait que là, pour lui, ça lui donne une note de 91%. Ce qui est quand même gros, là. C'est clairement que les gens ont aimé ce film-là. Oh, ouais. Ils l'ont clairement aimé, tu sais. Puis Christopher Nolan a tendance à être quand même assez aimé, mais des fois, puis tu sais, on va en parler... dans un autre épisode, le film de Tenet, qui est un peu dans le même genre, que science-fiction, un peu bien ficelé, un vraiment film de casse-tête, qui était beaucoup moins bien reçu, quand même. Okay. Même si c'était plus complexe. Mais ça, on va en parler dans l'autre épisode qui va être dédié à ce film-là qui s'appelle Tenet. Mais c'est ça. Pour revenir à Inception, ou Origine là, en français, toi, comme étant, tu l'as écouté une fois, après ta première écoute, est-ce que tu as apprécié le film? Honnêtement, oui. Je te dirais que j'ai aimé beaucoup le concept, justement, d'aller dans un rêve, qui va dans un rêve, qui va dans un rêve, puis à l'infini, et ainsi de suite. Presque à l'infini, là, parce qu'on voit que plus tu vas profond, plus c'est dangereux. Puis ce qui est drôle, c'est que ça, je sais que Rick et Morty ont déjà fait ça dans un de leurs épisodes, mais je crois qu'ils se sont peut-être inspirés de ce film-là, parce que Rick et Morty, c'est plus récent. En fait, tu rentres dans le rêve, et le temps ralentit. Ouais. Puis si tu vas dans un autre rêve, un sous-rêve, si on peut dire, ben ton sous-rêve, il va plus lentement que le rêve, et ainsi de suite. Fait que si tu vas plusieurs couches profondes, eh ben tu te retrouves à vivre une vie entière dans un sous-rêve qui en réalité va passer en une fraction de seconde dans le monde normal. Puis ce concept-là en soi, il est nice, là. Ouais. C'est vraiment hot d'exploiter ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est un peu ça la réalité aussi. Dans un rêve, tu as l'impression que tu passes 8 heures dans ton rêve, finalement tu as dormi 2 heures. C'est ça. C'est vraiment, c'est lourd de... les rêves, c'est vraiment sur le feeling. Là. C'est hot quand ils parlent de ça dans le film, parce que c'est quand même poussé. Là. Ouais. C'est vraiment par rapport au feeling puis à la perception que tu as dans un rêve. Fait que tout est basé là-dessus. Fait que tu vois que les architectes qui font les rêves, ils mettent les détails aux bonnes places pour que tu te sentes dans la réalité, mais dans le fond, même s'il y a plein d'affaires qui sont absurdes, quand t'es dans le rêve, ça n'a pas l'air absurde. C'est ça. Puis surtout que tu sors du rêve, c'est comme si tu savais pas de bon sens.
Mais c'est vrai que c'est hot, puis juste, mettons, ce principe-là, mettons, toi, tu le ferais-tu? Si tu pouvais t'endormir comme ça, puis on le voit dans le film, à un moment donné, leur chimiste, là, ils vont le voir, là, Ouais. puis pour lui demander un sédatif, puis lui, pour lui prouver, il lui montre que comme dans son sous-sol, il y a plein de gens qui viennent chaque jour rêver 3-4 heures, qui passent des vies entières là-dedans, vraiment une vie parallèle, puis pour eux, c'est même des fois une vie c'est leur vie principale, pratiquement, là. Dans le film, ils parlent même de réalité, là, ce qui est quand même intense, mais tu le ferais-tu si tu pouvais? Je le ferais peut-être pas indéfiniment, tu sais, parce que d'une certaine manière, tu vas justement, tu vas vieillir dans ton rêve, tu vas vivre des choses qui au final ne sont jamais vraiment arrivées. Fait qu'on va dire, tu vas passer 50 ans à rêver, puis en réalité, tu vas avoir dormi 12 heures, 3 jours, 4 jours, tu sais, on ne sait pas. Fait que tu vas avoir manqué 4 jours de la réalité, puis quand tu vas ressortir de là, tu vas te dire, ben, dans mon rêve, je sais pas, moi, je suis décédé parce que j'avais 90 ans, j'étais âgé, puis là, tu te réveilles, puis finalement, t'es dans la réalité, t'as 25 ans, t'as pas de vie, t'as pas de, tu sais. Fait que je pense que pour l'expérience de vivre des fantasmes ou des choses, peut-être qu'on vivrait pas nécessairement, je pense que je le ferais pour m'amuser, mais de dire, est-ce que je veux vivre une vie parallèle? Tu sais, je pense que si cette vie parallèle, justement, durait de la même durée que la réalité, je pense que je le ferais. Ben là, ça serait pas juste une perte de temps? Non. Je veux dire, tu vas aller passer une journée dans ton rêve, mais ça te coûte une journée dans la vraie vie. Ben oui. Fait que là, c'est vrai que c'est de la perte de temps, là. Ben, c'est de la perte de temps, mais si tu vis toute ta vie dans un rêve, toi, dans ton rêve, tu vas avoir été heureux, tu vas avoir fait des choses. Mais rendu là, fais-les dans la vraie vie. Ouais, mais si dans la vraie vie, t'es pas capable. Qu'est-ce que tu veux faire dans tes rêves? Ben, dans tes rêves, tu peux tout faire. C'est sûr. C'est ton imagination. Ouais, c'est sûr. Puis c'est hot ce qu'ils font, là, tu sais, eux autres, c'est des architectes, là, tu sais, justement, quand on va dans les limbes, là, à Léo, ben, Cobb, là, dans le film, il va là, puis là, on voit tout ce qu'il a construit au fil des décennies avec son ex, même sa blonde, tu sais. C'est fou là, ce qu'ils ont construit, puis ils parlent, de comme ils montrent, on a toujours aimé ça les maisons de ce genre-là, Ben, c'est ça. mais on a aussi toujours aimé ça les buildings comme ça, mais c'est comme en réalité, il aurait fallu choisir, où ce qu'on veut vivre, mais ici, tu n'as pas besoin de choisir, construis les deux puis comme tu ben, vas, c'est ça, tu fais une réalité parallèle, mais c'est ça. C'est vraiment fantasmique là, exact. Mais le gros problème, c'est comme on l'a vu dans le film, à un moment donné, sa femme se rend compte que vivre comme ça, tu peux pas vivre comme ça justement, puis en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, lui, Cobb, il arrive, il voit sa femme de l'autre côté, dans une autre bâtisse, puis elle décide de se tirer en bas, se suicider. Mais c'est plus compliqué que ça, là. C'est plus complexe que ça. Puis il l'explique à la fin, tu sais. Là, on va aller directement au plot twist du film. Tu sais, Cobb est clairement hanté par sa femme, tout ça. Ouais. Ils ont tellement vécu des années, tu sais, puis on les voit, maintenant, ils sont vraiment vieux puis ridés, tu sais, dans ce monde-là. Ils ont vécu des affaires. Mais là, il y avait de la misère à revenir à la réalité. Puis il voulait comme rester là. Puis là, lui, il a implanté l'idée, parce que c'est tout, tu sais, le film est tout basé autour d'implanter une idée dans le mind de quelqu'un, tu sais. Puis là, il va implanter l'idée que son monde n'est pas réel, tu sais. Puis c'est pour ça qu'elle devient folle. Puis c'est ça qu'il dit, tu sais, il dit une idée. Puis lui, dans le fond, finalement, sa femme a comme été le cobaye, là. Finalement, c'est ça qui est triste, là. Ça a été le cobaye, là, comme il s'est rendu compte qu'implanter une idée, c'est comme un peu implanter un virus, tu sais. Parce que ça va spread, tu sais, dans ta tête. Puis là, son plan en soi, il a marché parce qu'il a réussi à convaincre sa femme de quitter ce monde-là. Ouais. Mais là, elle arrive dans le vrai monde, puis elle a encore cette idée-là dans la tête, puis elle pense que le vrai monde, ben, c'est encore un rêve. Puis là, bon, c'est ça qui est nice quand tu l'écoutes plusieurs fois, ce genre de choses que là, tu sais à partir du début, que tu sais, toi, tu l'as appris à la fin, tu sais. Fait que ça donne une autre vision des choses. C'est moi, ça faisait plusieurs fois que je l'écoutais, fait que tout le long, tu le vois, tu sais que c'est ça. Fait que c'est comme le fun de voir cette interaction-là avec cette actrice-là. C'est sa femme qui s'appelle Mal. Puis c'est voulu en passant qu'elle s'appelle Mal. Là. Parce que c'est une actrice française. Ouais. Madame Cotillard, je me souviens plus de son nom. Marion Cotillard. Marion Cotillard, ouais, c'est ça. C'est une actrice française. Puis tous les noms dans ce film-là ont une signification en passant. Elle, son nom, c'est Mal. Ben, en français, c'est Mal. C'est le mal. Puis c'est un peu ça qu'elle incarnait. Qu'elle incarne, vraiment. Puis c'est l'attitude qu'elle a. Puis par rapport à ça, par rapport au nom, si tu prends les noms de tous les personnages principaux, tu prends la première lettre de chaque nom, ça fait Dreams. Ah, tu vois, ça, je savais pas Puis ça. si tu ajoutes les 3 personnages plus secondaires un peu, c'est P-A-Y, ça fait Dreams Pay. Puis c'est ça qu'ils font dans ce film-là. Eux autres, en allant dans les rêves, c'est comme si c'était un voleur, tu sais, qui... Ouais. C'est comme... Fait que ça, ça fait partie des petits détails que Christopher Nolan a mis dans le film. Ah, c'est pas pire. Ouais.
Ça c'est, tu vois, moi, j'ai écouté, c'est sûr, je l'ai écouté une fois, fait que, toi, tu l'as vu plusieurs fois, fait que c'est plus facile de voir les détails, mais moi, je l'ai vraiment écouté pour l'analyse puis essayer de comprendre. Mais tu vois, ça, c'est le fun quand même d'apprendre par après. Mais éventuellement, C'est des peut-être que détails, je là. pourrais peut-être qu'on pourrait le réécouter ensemble. Puis justement, vraiment que tu me montres toutes les petites affaires peut-être que j'ai manquées ou juste vraiment que je vois. Ça pourrait être cool. Ah ouais, il y en a Mais des détails. parce que ce film-là, honnêtement, c'est ça, j'ai trouvé le concept original. C'est sûr que, comme tu l'as dit tantôt, faut que tu sois lucide, réveillé, puis que tu sois vraiment concentré sur ce que tu vas regarder parce que, au début, je vais t'avouer, l'histoire, au début, je comprenais un peu l'idée, mais l'histoire, là, je comprenais pas du tout ce qu'on s'en allait. C'est pour ça que j'ai eu comme Au début, c'est mêlant. Là. Ben, j'ai eu une impression bizarre que le film commence, puis on dirait qu'on est dans une péripétie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'y a pas de situation initiale, pas de déclencheur. Tu sais, dans un film, quelqu'un vit une vie normale, là, il arrive de quoi? Pendant les péripéties, ben, il essaie de régler le truc. Puis là, à un moment donné, dénouement, fin. Ouais. Moi, ce que j'avais l'impression, c'est qu'on était déjà dans l'action. Ouais. On dirait qu'on a sauté la situation initiale et l'élément déclencheur pour arriver direct dans l'action. Ce qui est, je vais dire, pas mauvais, parce que c'est le fun d'avoir un film qui kick, il se passe des affaires, ça bouge, puis tu suis. Mais en même temps, c'est sûr qu'avoir peut-être un peu plus de contexte au début, je crois que ça aurait été intéressant. Mais comme je te dis, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Je veux pas dire que c'est négatif. Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça se marie vraiment bien au genre du film. C'est un thriller de science-fiction, c'est un film original. C'est pas basé sur quoi que ce soit d'autre. C'est complètement écrit pour ça. Puis je trouve que ça fait partie aussi du style de Christopher Nolan, je trouve. Souvent, ces films-là, les premières scènes de chacun de ces films-là, souvent, là, c'est vraiment des scènes fortes. Ouais. C'est quelque chose que j'ai remarqué qu'il faisait. Puis moi, c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est. Moi, j'aime moins ça qu'un film prend son temps à commencer puis c'est long. Des fois, il y a des films qui se prêtent vraiment bien à ça. Mais tu veux te divertir, je trouve ça le fun que ça commence fort. Puis dans ce film-là, ça le fait. Puis dans la majorité de ces autres films, ça fait ça aussi. Tu commences avec des scènes cool. Tu commences avec des affaires. Puis, mais je suis d'accord avec le fait que c'est vraiment à double tranchant parce que Inception, ça commence, c'est la scène, ils sont déjà dans des rêves. Ouais. Puis là, t'as plusieurs niveaux déjà, puis t'as pas été introduit du tout à ça. Puis là, t'es comme, tu comprends pas pourquoi il y a plusieurs niveaux. Mais là, on est en train de se tromper parce que la première scène, c'est la dernière scène du film aussi. Je sais pas si tu viens, il se réveille finalement dans les limbes. Là. Ouais. Puis il va chercher lui qui a donné le Saito, là. Lui qui a donné le contrat d'implanter l'idée chez Fisher. Fait que on commence là, puis on voit ce vieux monsieur-là. Ouais, le vieux monsieur du début. Puis... Ouais. Fait que déjà, tu écoutes ce film-là, t'es comme ça, c'est une petite scène qui dure pas longtemps au début. T'es comme, ok, pourquoi j'ai vu ça? Tu comprends rien, tu comprends juste à la fin. Mais là, après ça, tu rentres dans la scène un peu plus d'action, ce qui sont comme dans un rêve encore. Ça commence quand même fort. Mais je pense que c'était ça qu'il voulait faire. Il voulait faire un film mind-blowing, un film un peu fou, vraiment de casse-tête, un film mêlant, un film qui se mérite de s'écouter 2 fois. Puis ça, moi, je trouve que c'est pas nécessairement une bonne affaire. Je pense que pour les cinéphiles, ceux qui aiment vraiment ça, c'est nice. Puis moi, j'aime ça, d'être capable d'en retirer des choses, d'écouter un film 2 fois puis 3 fois. Mais ça fait en sorte que c'est moins accessible. Fait que c'est un peu dommage pour ça. Ouais, effectivement. Mais quand c'est vraiment bien fait, comme je pense que c'est le cas dans ce film-là, ben c'est le fun. C'est le fun, mais c'est pour des gens qu'il faut être prêt. Tu vois pas, c'est pas un film du mardi soir. Là, c'est un film que tu vas prendre la fin de semaine, puis tu vas juste... Tu l'écoutes une fois, là après ça, tu vas faire des recherches. Tu vas l'écouter une deuxième fois, tu vas faire d'autres recherches. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu l'aies vu comme des millions de fois, puis que là, le film, tu le connais de A à Z, puis là, tu as vraiment compris l'essence de ce film-là. Mais, tu sais, c'est sûr que... c'est pour ça que je te disais, je voulais pas dire que c'est une critique négative que je portais, parce qu'en soi, tu sais, le concept, tout, c'est super original. C'est sûr qu'effectivement, tu sais, faut se forcer un peu pour comprendre, mais, tu sais, c'est un genre de film qui amène des choses très, très, très intéressantes et philosophiques. Ouais. Fait que pour certains, c'est le fun. Pour d'autres, ça va être moins le fun. Mais, comme tu sais, je vais revenir, comme je disais au débj'ai c'est un film que j'ai quand même apprécié. Là. Quand j'ai compris un peu l'essence à la fin, là, j'étais comme, ok, ok, ouais, c'est intéressant, ouais. Mais c'est vraiment un film, justement, qui va chercher une satisfaction à la fin, Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de films que c'est ça.
il y en a beaucoup qui basent le succès du film là-dessus. Puis le plaisir du film, c'est comme, faut que tu te rendes à la fin pour comme catcher, à la fin, plein d'affaires, tu remets plein de pièces ensemble, là, tu fais comme, c'est comme un satisfactory relief, là, tu sais, t'es comme, ça fait du bien. Un peu comme Shining, là. J'ai jamais écouté Shining. T'as jamais écouté Non, Shining? C'est un classique. Aïe. Shit, tu sais, moi, je l'ai écouté, je pense, 2 fois. Mais ce film-là, c'est bourré de trucs, d'anecdotes, de Easter eggs, si on peut dire. Que ça, justement, faut que tu le réécoutes pour comprendre. Mais, tu sais, c'est ça. Ça va valoir la peine éventuellement. Ouais, je mets ça sur ma liste, c'est sûr. Mais tu sais, là, on parle de la complexité de ce film-là, tu sais. Puis de la valeur de l'écouter, d'être lancé dans ce film-là sans vraiment savoir où est-ce que ça s'en va. Je pense que c'est le fun de découvrir un film comme ça pour la première fois. Il faut que tu sois dans ce mood-là. Mais ça me fait penser, tu sais qu'au Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié le film. OK. Pas une grosse modification. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en haut à gauche dans l'écran à quel niveau de drive t'es rendu. Ah, ouais. Pour comme enlever un peu de confusion. Fait que, mettons, dès la première scène, là, dès que t'es dans un rêve, là, tu vois en haut à gauche de l'écran comme niveau 2, genre tel rêve, genre. Puis là, quand ils vont plus loin, les scènes de la fin, des fois, ça vient un peu mêlant. Pour aider, moi, je compte ça. Là. Je trouve que absolument, moi aussi. D'un, c'est d'aller à l'encontre de ce que le réalisateur voulait faire. Exactement. Puis de deux, c'est comme, tu sais, mettons, au début, tu le sais pas, tu sais où, dans quel rêve exactement. Puis là, quand tu comprends que t'es dans un rêve, c'est nice. T'es comme, OK, c'est un rêve. Puis là, eux autres, ils te mettent ça, ils te brisent un peu des punchs. Ben, c'est sûr. En même temps, je veux dire, c'est pas si dur à suivre que ça non plus. Non. Faut juste que tu sois attentif. Moi, le principe, justement, d'embarquer dans un rêve, c'est justement quand je pense qu'il règle le coffre-fort, puis après ça, à un moment donné, il est dans une base arctique. Puis là, après ça, en fait, toute la gang, ils sont en train de faire une chute dans le camion. Tu sais, je veux dire, c'est pas hyper dur à comprendre. Puis, exactement comme tu as dit, je trouve ça stupide que le gouvernement japonais ait fait ça, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu tenais ton auditoire par la main. Ouais. Tu sais, je veux dire, le monde ne sont pas si stupides que ça, puis je veux dire, oui, ça veut pas dire que tu vas comprendre nécessairement, mais le but dans un film de même, c'est de laisser la personne analyser et d'interpréter, et justement de comprendre par elle-même, parce que sinon, c'est prévisible, puis ça rend l'expérience cinématographique plus plate. Ouais. Mais savais-tu que par rapport à ça, que c'est un peu un casse-tête ce film-là. Leonardo DiCaprio a travaillé des mois avec Christopher Nolan quand il a eu le rôle, des mois avant la production pour travailler sur le personnage puis sur le script. Puis apparemment qu'il a modifié beaucoup de choses quand même. Okay. Puis entre autres, lui, l'angle qu'il avait, c'est qu'il a vraiment travaillé sur le script, puis il a vraiment travaillé sur son personnage à lui pour justement que le film soit moins mêlant, moins casse-tête, puis que justement, il comprenne plus la perspective de son personnage pour que l'auditoire puisse se relate, puisse mieux se reconnaître dans l'histoire. Fait que je pense qu'il a développé la profondeur de son personnage, avec la relation compliquée avec sa femme, puis qu'est-ce qui le tracassait, ses enfants. Puis, dans le fond, Christopher Nolan et sa femme, Christopher Nolan, c'est le réalisateur, et sa femme, Emma Thomas, qui a été la productrice. Ils travaillent souvent ensemble sur ce genre de projet-là. Ouais. Fait que, les deux étaient comme, DiCaprio, c'était... Puis c'était aussi, DiCaprio était le seul choix qu'eux avaient dans la tête pour jouer ce rôle-là. Ah, c'est cool. Ils ont proposé, il a dit oui, puis il n'y a pas eu... ça a été écrit en pensant que ça allait être lui, là. Mais c'est bien fait. C'est bien qu'il ait quand même modifié un peu l'essence du personnage, parce que le gros défaut de ces films-là, c'est que, tu peux avoir un réalisateur expérimenté, mais si tu vas trop loin à un certain point dans ton idée, ben justement, tu vas faire exactement l'inverse de ce que tu voulais faire, puis tu vas créer un film qui est impossible à comprendre. Fait que pour la personne moyenne, justement, qui va écouter ça, parce que, je doute fort bien que la plupart du monde sur la planète soit des critiques de cinéma et des grands analystes. Fait que, ton film peut être complexe, mais il faut que la base moyenne soit capable de le comprendre, parce que c'est un peu comme j'avais dit, je pense, dans un podcast plus tôt. Ça sert à quoi de créer une œuvre si personne peut la comprendre? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'à un certain point, tant mieux qu'il aille travailler dessus. Comme ça, au moins, tu t'attaches au personnage, tu as le goût de comprendre ce qui se passe, puis c'est là que tu es capable de te faire une meilleure analyse. Puis c'est tellement une partie importante des films, le storytelling, puis il faut y penser quand tu crées un film comme ça, surtout un film que le budget, j'ai dit, c'était combien? 160 millions? Oui, 160 millions de budget, tu sais. C'est énorme. Ben, ça paraît. Il faut que
que tu te demandes, tu sais, l'auditoire va le percevoir comment, puis ça va être quoi le message. À un certain point, il faut que tu y penses. Il faut que puis je pense que les films qui ont des succès, il faut qu'il y ait un peu soit de l'amour, tu sais, des histoires d'amour, c'est que tu puisses relate, tu sais, parce que souvent l'amour, tout le monde connaît l'amour, tu sais. Mm-hmm. Même quelqu'un qui même ne pas avoir reçu d'amour dans sa vie, c'est une relation que tu as avec l'amour, fait que, tu sais. Mm-hmm. Tout le monde peut relate à travers ça. Puis bon, ben Cobb, c'est un personnage qui est vraiment tracassé. Peut-être pas tout le monde peut relate exactement à tout, mais tu sais, je pense que c'était bien fait, là. Oui, C'était absolument. vraiment bien fait. Savais-tu aussi que Kate Winslet, l'actrice qui a joué Rose dans Titanic, Mm-hmm. donc qui a déjà travaillé avec Léo DiCaprio, Ouais. elle s'est fait offrir le rôle de Mal, puis elle a refusé parce qu'elle se voyait pas jouer ce rôle-là. Mm. Moi, je me dis, j'avoue que je trouve que Mal, c'était un très bon casting, là. Ouais. Mais tu sais, faut tout le temps faire attention parce que tu sais, c'est le fun qu'elle se fasse offrir, mais moi, un défaut des producteurs, à mon avis, c'est de tout le temps ramener des acteurs, des grands acteurs qui ont tout le temps travaillé ensemble. Ouais. Parce qu'à un certain point, tu sais, justement, Kate Winslet puis Léo DiCaprio, quand je pense à eux autres, ben, à quoi je vais penser? À Titanic. Fait que s'ils font d'autres films ensemble, ben... Puis, c'est ça qu'on voit. Ouais, c'est c'est surtout, ça. c'est peut-être pour ça qu'elle a refusé, parce que t'es conscient de ça, veux pas en tant qu'acteur, c'est surtout quand c'est un film comme Titanic Mhm. qui a été le plus Ouais. vrai succès mondial pendant si longtemps. Ouais. Ben, tu te dis, tu sais, je me vois-tu jouer une autre histoire d'amour complètement différente, avec une dynamique complètement différente, Ouais. avec le même acteur? Mhm. Je pense que ça aurait... Les gens, ils auraient trop fait le lien, tu sais, ça aurait, Ben, c'est ça ça. aurait dévié là, du sujet, tu sais. C'est pour ça que je me dis tout le temps, tu sais, des gros films sérieux comme ça, tu sais, c'est bien de changer d'acteur, puis oui, d'incorporer des acteurs plus connus, tu sais, ça c'est le fun, ça a très bien marché pour Léo DiCaprio, mais on va dire, tu sais, si mettons, le film, ça aurait été plus une parodie, ou tu sais, de quoi de plus comique un peu, ben là, réutiliser les mêmes acteurs tout le temps, là, à l'inverse, ça ramenait un cachet plus intéressant. Ouais. Si tu fais plusieurs films dans ce contexte-là. Mais dans le cas de Inception, par exemple, c'était mieux que tu aies une actrice différente pour jouer le premier rôle féminin. Puis, tu sais, au pire, Léo DiCaprio, justement, dans ce cas-ci, ou ça aurait pu marcher peut-être avec un autre acteur, on ne sait pas. Mais dans ce cas-ci, la formule, moi, ça a très bien marché pour moi. Mais Christopher Nolan, là, il y a vraiment une tendance à utiliser les mêmes acteurs souvent. Là. Mm-hmm. Souvent. Bon, dans le film, il y a Tom Hardy, qui revient dans beaucoup des films de Nolan. Mm-hmm. Il y a Cillian Murphy, qui est joué par Fisher, qui est aussi lui, peut-être qu'ils connaissent mieux sur le rôle de Peaky Blinders, Thomas Shelby, qui est un acteur incroyable, qui revient vraiment souvent. Marion Cotillard, qui est revenu aussi dans Dark Knight, des Batman. Michael Caine, qui est revenu aussi dans Dark Knight, qui a joué Alfred, qui est venu dans plein d'autres films. Il reprend vraiment souvent les mêmes acteurs. Ce qui peut quand même être nice, s'il fait affaire avec des professionnels. Mais je pense que justement, Kate Winslet et Léo, c'est trop fort, c'est un lien. Je pense que les deux sont professionnels, mais de les mettre les deux ensemble, surtout dans une affaire d'amour, Ouais. c'est risqué. Mais tu sais, pour les acteurs, ça c'est un truc qu'on voit souvent. Puis tu sais, ça, on le voit aux États-Unis, mais tu sais, ça c'est dans n'importe quoi. Même au Québec, c'est le meilleur exemple justement pour ce type de truc-là. C'est que vu que c'est un milieu fermé, tu as travaillé avec des gens pour le producteur, pour le réalisateur, ben c'est comme un safety. Tu sais qu'avec ces gens-là, ça va bien fonctionner ou qu'ils vont faire exactement ce que tu veux d'eux autres. Fait qu'on réutilise un peu les mêmes acteurs, alors que des fois, ça se ferait du bien de amener des nouveaux acteurs, des nouveaux comédiens, pour que justement, si le film est un succès, ben là, tu peux dire, cet acteur-là, il vient de ce film-là, ou tel acteur vient de cet autre film-là. Mais là, tu sais, quand mettons, au Québec, au Québec, tu vas voir le même acteur jouer dans des grands films. Tu sais, c'est le fun, il est peut-être bon aussi, mais si tu le vois partout, puis à un moment donné, ça devient moins intéressant. Clairement. Sinon, tu sais, on peut se poser des questions aussi sur le côté réalise la chose. Tantôt, je disais que c'était un film scientifique. Je pense que c'est faux, là. Je pense que c'est exagéré de dire ça, là, parce que c'est vraiment de la science-fiction, mais tu sais, je sais pas à quel point ça serait possible, tu sais, d'implanter des idées dans la tête de quelqu'un, tu sais. Ben, tu sais, c'est pas... En fait, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas complètement faux. Ce principe-là d'implanter une idée dans la tête de quelqu'un, c'est quelque chose qui est déjà existant puis qui a toujours existé. Ah ouais, c'est comment? C'est... Avec une personne, simplement, tu prends quelqu'un qui est très manipulateur, puis tu le mets avec la personne que tu veux changer, si on peut dire.
Puis cette personne-là, à un moment donné, en bout de ligne, va finir par arriver à ses fins. C'est que là, dans le film, c'est qu'il utilisait des moyens technologiques qui n'est pas comme possible. la machine qu'il utilise pour endormir les gens, puis bon, tu sais, c'est ça. Des machines de même en 2022, ça n'existe pas. Mais je veux dire, manipuler une personne, c'est comme on dit, c'est un processus qui se fait pas nécessairement du jour au lendemain, mais les personnes manipulatrices, si on peut dire, eux autres, ils vont se baser sur le fait que, OK, aujourd'hui, je vais faire telle chose. Ben, tu sais, ils vont pas comme... Quand t'es manipulateur, généralement, c'est pas nécessairement comme si tu faisais une action directe. Là. C'est plus quelque chose qui, des fois, relève de l'inconscience. Mais tu vas arriver, tu vas faire telle chose. Le lendemain, tu vas faire une autre chose. Puis tout. Puis au fur et à mesure que le temps va avancer, ben c'est là qu'à un moment donné, la personne va embarquer dans l'idée. Puis après un certain nombre de temps, là, elle va se dire « Ah lui, il a raison. Ça marche de même. C'est comme ça. » Puis tu sais... Fait que je dirais que d'une certaine manière, le procédé existe déjà, mais il est plus flou un peu. Puis ça me fait penser clairement où est-ce que c'est utilisé beaucoup, les magiciens. Tu sais, les magiciens, c'est des manipulateurs professionnels, souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de dextérité. Mais ouais, effectivement, je pense que les magiciens réussissent à implanter ou à faire des fortes suggestions au mental, au subconscient de leurs enfants. Je suis pas magicien, malheureusement, mais... Non. mais je suis sûr qu'il y a des magiciens qui pourraient nous parler pas mal de ça. Absolument. Après ça, de quoi de vraiment insane, là, je trouve, là, dans ce film-là, là, c'est le point de vue de production. Parce que pour ce genre de film-là, ils n'ont pas fait énormément d'effets visuels. Il y en a quand même pas mal. Ils ont quand même gagné l'Oscar pour ça. Mais ils n'en ont pas fait beaucoup. Puis entre autres, je pense à plusieurs scènes. Comme la scène de l'avalanche à la fin, c'était vrai. Ils ont vraiment provoqué une avalanche. Après ça, t'as les scènes où est-ce que la gravité change. Oui, dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Oui, ça, j'ai trouvé ça très ingénieux, pour vrai. C'était vraiment hot. Je sais pas si t'as vu les behind the scenes un peu. Non, j'ai pas rien regardé. Dans le fond, pour deux scènes dans Parce que l'hôtel, quand ils sont dans le restaurant au début, puis qu'ils prouvent à Fisher que la gravité bouge, puis là, tu vois l'eau dans le verre, ben ils ont littéralement construit cette affaire-là construit la pièce qui est le restaurant, c'est cette pièce-là, sur un gros rack là, géant. Ouais, qui peut tourner. Qui bouge. Puis là, ça faisait ça. Puis bon, la scène du corridor, où ils se battent, là, c'est Joseph. L'acteur s'appelle Joseph. C'est Arthur, là, en fait, qui se bat dans le corridor. Il revole ses murs. Tout ça, c'est impressionnant. Ça, ils ont littéralement créé ce corridor-là. Ils l'ont construit toute pièce. Ils l'ont mis autour d'un genre de gros bim rotatif. Puis ils ont fait ça, là. Puis, tu sais, les acteurs qui faisaient ça, là, ça a été 3 semaines avant de tournage à la scène qu'ils étaient là-dedans pour se pratiquer, pour combattre les nausées, pour s'habituer aux chorégraphies. Puis ça a été fait, là. C'est hot. Moi, je trouve ça hot, tu sais, de pas faire appel aux effets visuels quand tu peux, tu sais. Même si, oui, ça prend c'est comme environ 500 personnes qui ont été engagées pour construire ça puis pour gérer ça sur le plateau. Le résultat, est là. Tu peux pas battre ça à l'écran. L'effet que ça a à l'écran que des gens qui le font pour vrai. Ça, c'est une scène fucking nice. Là. Puis justement, cet acteur-là qui joue le rôle de Arthur, qui s'appelle Joseph Gordon-Levitt, il a fait toutes les cascades. Il les a fait lui-même, sauf une, qui est comme la plus intense, là, qu'ils font quand ils tombent dans la chambre d'hôtel. Là. Cette scène-là, c'est la seule qu'il n'a pas fait parce que c'était comme la plus dangereuse. Mais toutes les autres, il a fait ses cascades lui-même. Ah, ça, c'est cool. Quand même hot. Puis ce personnage-là, au début, était supposé être joué par James Franco. Moi, je trouve que le résultat est bon. Là. J'adore cet acteur-là quand même. Puis, moi, je trouve que j'ai rien à dire vraiment sur les choix des acteurs qu'ils ont pris. Moi, tout fonctionnait. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant. Comme j'ai dit plus tôt, tu sais, c'est des personnes qu'on connaît pas. Fait que, tu sais, justement, ça faisait en sorte que tu décroches pas de l'histoire. Tu sais, Léo DiCaprio, justement, c'est ça qui m'a surpris dans ce rôle-là. J'ai aucunement pensé à Titanic quand j'ai écouté le truc. Moi, je voyais justement le personnage de Cobb en train de faire ses choses. Oui, bon, là. Puis les autres personnages qui étaient là pour l'histoire, mais justement, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je suis pas très bon dans les acteurs puis tout, je connais pas tout le monde là-dedans, mais j'imagine qu'il y en a sûrement qui ont fait des gros films, mais dans ce cas-ci, j'ai été capable de voir ça puis de dire, ah, ok, ouais, quand même, ils ont chacun joué un bon rôle, puis moi, j'ai pu accrocher à l'histoire de A à Z. Clairement. Puis moi, j'ai été surpris même de voir que, il n'a pas été nominé comme meilleur acteur. Il n'y a aucun acteur qui a eu aucune nomination aux Oscars pour ce film-là. Puis je trouve que Léo, il avait quand même donné une performance intéressante. Ouais. Puis j'ai regardé les nominations de cette année-là, puis c'est là que gagné, c'est Nathalie Portman pour Le Cygne Noir.
C'est un film que j'ai pas vu. Je pense que c'est son seul Oscar. Certainement qu'elle mérite tout ça. Mais tu sais, j'ai checké les autres nominés, tu sais, puis je me suis dit, il me semble qu'il aurait pu. Tu sais, il était bon, là. Tu sais, moi, une de mes scènes préférées, en termes de, justement, qualité de acting, c'est la scène où sa femme se tue, tu sais, se tire en bas de la fenêtre. Puis toute cette conversation-là, tu sais, il rentre, à partir du moment qu'il rentre dans l'hôtel, c'est tellement intense comme scène, tu sais. Tu le vois qu'il se demande ce qui se passe, il commence à comprendre, là, il la voit par l'autre bord parce qu'ils sont pas dans la même chambre, tu sais, elle est dans un édifice en face. Je trouve qu'il est tellement bon dans ce qu'il fait, puis il essaie de la convaincre, puis finalement, quand elle se tire en bas, comment il crie, là, qui est comme, non, comme, what the fuck, là, qu'est-ce qui se passe, là, pourquoi, si je vis ça, je trouve que ça sort totalement de ses tripes. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne scène, puis c'est à cette scène-là que j'ai googlé, tout de suite, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a été nominé, pour ça? Puis non, même pas. Ben, si je peux ajouter peut-être un point, le pourquoi du comment, de ce que je pense, c'est que probablement que le jury, tu sais, ils doivent analyser la performance totale dans le film. Tu sais, probablement que Cobb, justement, quand il voit sa femme se suicider, tu sais, il a mis le paquet. Vraiment, là, tu sais, probablement que le jury a fait « OK, ouais, quand même, c'est impressionnant. » Mais, quand... Moi, tu sais, je te dis ça, c'est mon opinion, peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi, j'ai pas trouvé globalement que, tu sais, il y avait un jeu d'acteur exceptionnel. Il était pas mauvais, il était très bon, mais exceptionnel à un point d'un Oscar. C'est ça, ouais, clairement. Je pense que, ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis probablement qu'en général, quand tu regardes un peu tout le monde, tu sais, ils ont joué un bon rôle, mais de dire « Oh, shit, tu sais, ce personnage-là, je suis accroché, je le prends, il me fait penser... Ah, tu sais... » Ils me donnent pas. Ils m'ont pas donné une émotion forte, si je peux dire. Fait mais en soi, comme je te dis, ça veut pas dire. Tu sais, justement, le jeu d'acteur était bon. Je dis pas qu'il était mauvais, là. C'est juste le pourquoi ils ont pas eu la note 100% qui fait qu'ils ont pas eu l'Oscar, tu sais. Ouais, puis c'est dans le fond, il y a eu meilleur que lui, là, tu sais. Ouais, effectivement. Là. Fait que probablement Nathalie Portman, justement, dans son rôle du cygne, ben, probablement que, justement, si on écoute ce film-là puis qu'on voit comment se caler, probablement que ce rôle-là, interprété de telle façon pour ce type de personnage, probablement que le jury a dû se dire « Shit, ouais, là, comparé aux autres, puis tout, puis dans plein de contextes, ils ont dû se dire « Ah, c'est sûr, c'est elle. » Ça faudrait l'écouter puis comparer. Ouais. Mais bon, ça serait... Si vous l'avez écouté, le film, dites-nous un commentaire si ça vaut la peine, honnêtement. C'est un film, ça fait un petit bout que je veux l'écouter. Principalement parce qu'elle a gagné un Oscar, fait que c'est toujours intéressant de voir une performance de l'année comme ça, tu sais. Mais non, c'est sûr que je pense pas que c'est pertinent de revirer la décision des juges en 2011, là. Mais non, mais tu sais, moi j'étais comme Chris Léo, il est bon Léo, tu sais, peut-être qu'on je pense qu'il est tellement aimé, puis on s'attache tellement à lui, puis surtout, on se représente tout un peu à travers lui. Ouais. Mais tu sais, je dis ça, je parle de mon point de vue, tu sais, d'homme blanc, tu sais, puis lui c'est un homme blanc, tu sais. Mais c'était pas ça, mais... Je pense pas que ça rapporte tant que ça. On peut s'associer à peu près à n'importe quel personnage. Puis c'est ça que j'ai remarqué, mettons, du point de vue féminin, si on peut dire. T'sais. On voit beaucoup d'actrices prendre des grands rôles de plus en plus. Je dis pas beaucoup, mais de plus en plus. Oui. Puis des fois, j'écoute des films, puis je me dis, je me mets à la place justement de elle, puis je me dis, ah ouais, tu sais. Fait que je pense que c'est juste une question de changer la mentalité, mais moi, on peut s'associer à tout type de personnages. Tu te mets à leur place, puis des fois, tu sais, même, tu sais, mettons, si c'est une fille, elle te fait vivre une émotion, puis je lui dis, ah ouais, j'aurais réagi de même aussi, moi, si ça avait été moi, tu sais. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment dire que, parce que c'est un tel, je peux pas vraiment. Ouais. C'est ce que je pense. Clairement. Je pense que je me suis trompé, je pense. Est-ce que je suis plus sûr? J'ai l'impression que je vois que, regarde, ça serait peut-être Sandra Bullock qui avait gagné. Peut-être. En tout cas, à suivre, peut-être à vérifier, là. Mais, ouais, non, ça reste un bon film. Je pense que c'est vraiment satisfaisant à la fin, tu sais, quand on comprend finalement, tu sais, le plot twist avec sa femme, puis aussi le fait qu'il est capable d'aller de la tuer, tu sais, à la fin, tu sais. Oh, oui. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça choquant, le niveau de rêve, là, où ils sont dans la neige, là. Puis que ça a été une erreur du film, là, selon moi, parce que dans le fond, il faut pas que Léo soit au courant, tu sais, des passages secrets et des affaires, parce que ça donnerait un avantage à sa femme pour saboter le plan, tu sais. Puis là, il demande à comment ça s'appelle déjà, la fille qui est jouée par Ellen Page, qui est la jeune architecte, elle a un nom, Ariane. Ouais. Je pense que c'est ça son nom. Qui est la nouvelle architecte de l'équipe.
Puis là, il dit, là, il faut qu'il aille plus vite parce qu'il manque de temps. Puis là, il dit, t'as-tu fait un passage secret quelque part? Dis-le. Puis là, comme, faut pas que je te le dise. Ah, dis-moi-le, vite. Puis là, il dit, puis il est comme, ok, dis-leur. Comme, je sais pas si tu te souviens de ce bout-là. Semi. Tu sais, il dit, comme, dis-moi, ok, où le passage secret? Puis là, il dit, finalement, de force. Puis là, aussitôt qu'il dit, il fait, ok, parfait, dis-leur à eux, tu sais, pour qu'ils puissent l'utiliser. Puis là, ça met en péril la mission. Puis là, sa femme, elle vient, puis elle sabote, puis elle tue Fisher. Ouais. Quand dans le fond, il aurait juste pu dire, t'as-tu fait un passage secret? Oui. Ok, dis-moi-le pas. Dis-leur à eux direct, tu sais. C'est comme une erreur, tu sais. Je suis comme. Ben, c'est probablement, tu sais. C'est pour la twist du film, là, I guess. Là. Ouais, puis tu sais, c'est comme on dit, il y avait une certaine passion, si on peut dire, du personnage principal. T'sais, tu le voyais que sa faiblesse, c'était son ex-femme. Fait que, aussitôt qu'il y avait quelque chose de relié, puis lui-même, tu le voyais, tu le sentais dans le film que il voulait d'une certaine manière retrouver le bonheur qu'il avait avec elle, mais il y avait de la misère à se faire à l'idée qu'elle est morte. Il faut qu'il fasse son deuil, puis à un moment donné, il passe à autre chose. Ouais. T'sais, la vie continue, faut pas que tu te morfondes sur ça, parce que sinon, tu te fais plus de mal que d'autres choses, puis là, ça mettait en péril justement la mission. Ouais. Puis sinon, une de mes scènes préférées, c'est le réveil, quand il se réveille dans l'avion. C'est surtout quand tu sais qu'il y en a deux dans... Ben, surtout que le vieux, le chinois, c'est Saito, lui, il a passé une vie entière, là, possiblement, et ça le dit pas, là, mais possiblement comme 50 ans, là, Ouais. dans les limbes, là, quasiment d'en oublier qu'est-ce qu'il fait là, si c'est la réalité ou pas. Mm-hmm. Puis là, Léo va le chercher, puis là, il se réveille dans l'avion, puis là, tu vois le regard de tout le monde. Ouais. Puis je trouve que le regard de Arthur, joué par Joseph, il est bon aussi. C'est comme le premier qu'on voit, parce que, bon, t'as Léo qui se réveille, là, et son regard qui est complètement confus, perdu, puis qui réalise comme « Hey, on a réussi! » Tout le monde est là, puis là, il regarde à côté ses collègues, puis là, t'as Arthur, le petit regard qui fait, qui est comme « Est-ce que t'es allé dans les limbes, puis t'es revenu? » Genre, good job, genre. Ouais. C'est comme tellement non... Il s'est pas dit verbalement, mais c'est ça qu'il veut dire. T'as Ellen Page, qui est à côté, qui est comme « Nice, je suis content que tu sois là. » Puis t'as le chinois, qui est sur le côté, là, qui est tout genre... Il a l'air à se dire, tu sais, quand tu te réveilles d'un rêve, là, puis qu'il s'est passé quasiment des affaires dans ton rêve, tu te réveilles, des fois, t'es comme sur le choc, là. Lui, c'est tellement ça, là. Il a passé comme 50 ans là-dedans, puis il est comme genre, what the fuck, je m'en suis sorti, puis finalement, ça a duré genre 8 heures, tu sais, parce qu'ils se font ça pendant un vol d'avion de genre 10 heures. Ils sont comme, what? Puis là, il prend le téléphone, puis il appelle pour suivre son arrangement avec Léo, là. Mais ça a été une de mes scènes préférées, là. Ouais, c'est cool. T'as-tu une scène préférée, toi? Une scène préférée... J'ai pas de scène, je pense, préférée. Je pense que, tu sais, c'est plus... Ben, je pense le bout où est-ce que tu vois la ville s'enrouler, si on peut dire. Ouais, ça comme se plier sur la... Puis là, tu vois les miroirs à un moment donné, puis là, tout le monde qui, comme... Tu sais, en fait, qui font des regards, puis tout louche un peu. Ça, j'ai trouvé, je pense, peut-être... Je pourrais dire que c'est peut-être le bout que j'ai trouvé intéressant. Ben, intéressant. Qui est peut-être mon plus préféré dans le film. C'est vrai que ça, c'est une belle scène. Puis, tu sais, c'est un petit peu plus tôt, tu sais, où ils sont comme dans les rues, puis là, tu sais, tous les paniers de bouffe explosent, tu sais, c'est des scènes le fun, puis là, tu les vois, ils marchent, puis à un moment donné, eux autres, ils continuent à marcher normalement, mais ils passent du sol au mur, mais eux, en fait, ils ont continué à marcher. C'est mindfuck, mais ça en même temps, du côté effets spéciaux, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est... comment justement que les projections, fait que les gens qui sont dans le rêve agissent, ils font le vie, mais quand que le subconscient se doute d'affaires, tu vois tout le monde, là, ils vont te fixer ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, Léo, il dit, tu sais, ils agissent comme des globules blancs agissent face à un virus. Exact. Puis je trouve vraiment le parallèle nice, tu sais. C'est dans le subconscient, c'est là quand ils se mettent à attaquer, tu sais, ce qu'ils pensent être le virus, fait qu'ils vont jamais attaquer le sujet, tu sais. Ils vont toujours attaquer l'autre, tu sais. Fait que c'est ça, tu vois la fille, elle se fait rentrer dedans, se fait attaquer, finalement, réveil en panique, tu sais, non. Ça, tu sais. Ouais, surtout que, tu sais, comme on disait tantôt, il compare, tu sais, le fait d'implanter des idées à un virus, tu sais, fait que c'est comme, je trouve que c'est une bonne analogie, puis ça fit, tu sais, dans le fond, on connaît pas grand-chose sur l'esprit, tu sais, le mind, puis c'est comme nice d'explorer ces affaires-là. Ouais. Good, je pense que ça clôt quand même ce qu'on avait à dire sur ce film-là. Tu sais, pour conclure rapidement, j'ai dit que ça a longtemps été, au début du podcast, je disais que ça a longtemps été mon film préféré. Quand j'étais plus jeune, j'ai écouté ça, c'est avec ça que j'ai découvert Christopher Nolan, puis j'étais comme, c'est nice, c'est un film tellement satisfaisant à la fin, c'est brillant. Mais plus j'ai avancé, plus je suis comme, ok, c'est un genre de film, c'est le fun. Puis là, tu sais, je l'ai écouté beaucoup aussi, je me suis peut-être tanné. Fait que aujourd'hui, tu sais, je le classe quand même haut, tu sais, c'est probablement dans mon top 30 films
ever. Parce que, justement, à cause de ce genre de film-là, que je trouve ça nice et bien fait. Avec la musique aussi, la trame sonore, c'est vraiment prenant. J'aimais ça, mais je pense que c'est sorti en 2010, on est en 2022. Je pense qu'il y a des choses qui se font beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est cool. Je pense que, ce film-là, moi, tu sais, je le regarde, puis de tous les points de vue, je pense que autant de le regarder aujourd'hui que de le regarder avant, c'est un film qui, selon moi, va bien vieillir, je crois. Tu sais, les effets visuels sont beaux, l'histoire se tient bien. Fait que moi, je pense que non, c'est un film qui pourrait rester bien coté pendant longtemps. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. À suivre. Puis pour vous qui écoutez, d'abord, merci d'être resté jusqu'à la fin. Puis je serais vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là. L'espace commentaire est là pour ça. Puis s'il y a des éléments du film qu'on n'a pas abordé, que vous autres, si vous a plu, votre scène préférée ou quoi que ce soit, laissez ça là. Ça va être nice de vous lire. Et je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir.